Bien, ben, merci et merci pour l'invitation, hein. Ça fait toujours plaisir de pouvoir parler des connaissances. Donc on va vous parler du bocage. En termes de consensus scientifique, bon, on pourra peut-être repasser, mais surtout que l'évolution dans le temps de la façon dont la recherche, et en particulier à l'INRA, a perçu les bocages était très variable. Donc ici, vous avez une photo de la zone atelier armorique que nous avons initiée à partir de 1993, sur lequel on a concentré, il y a eu une concentration de recherche avec de multiples disciplines allant du droit à l'écologie d'abord. Voilà. Et vous remarquerez que c'est bocagé, mais que le bocage est quand même des structures très, très hétérogènes. Donc là, il y a eu, je pense maintenant, au moins une quarantaine ou une cinquantaine de thèses qui ont été faites sur le sujet. Voilà. Et donc, on va vous parler on nous a demandé de vous parler des flux dans le paysage. Et ces flux, ils sont très variés. Bon, il y a de l'eau qui circule, il y a du vent qui circule, il y a des plantes, il y a des animaux, il y a de la matière, il y a le sol. Et tout ça circule dans les bocages. Il circule d'ailleurs dans tous les paysages. Mais on va regarder de toute façon dont ça fonctionne mieux pour le bocage. Alors là, vous avez des photos. C'est que les bocages, c'est très, très divers. On va pas... À droite, vous avez un bocage de Centre-Bretagne et à gauche, vous avez un bocage irlandais au mois de mai quand l'aubépine est en fleurs. Quand vous arrivez à Dublin et que vous voyez ces trucs blancs, vous vous demandez ce que c'est, mais c'est l'aubépine. En termes de diversité spécifique, les haies irlandaises, c'est pas tout à fait ça. Les haies elles-mêmes sont des objets très différents. Vous avez à gauche une haie qui est continue, au milieu une haie basse, dans beaucoup de paysages, et à droite une haie avec des arbres des mondes, où les arbres sont traités individuellement et qui est très typique du bassin de Rennes. Donc vous voyez qu'en termes c'est très différent structurellement. La zone atelier, c'est un paysage armoricain avec quand même des différences comme on a en haut, ABC, des différences de densité, de structure, d'organisation des bocages, et on y reviendra. Et en ce qui concerne les haies elles-mêmes, ici on a une haie au cours d'un cycle de production de bois, donc des variations assurées. Donc moi, je vais vous parler des flux physiques et Françoise vous parlera des flux biologiques. Alors, les flux physiques, c'est de l'énergie, c'est de l'eau, c'est de la matière. Alors voilà d'abord une photo qui m'a été transmise par Hugues Chrétien de Air Papillon, qui est quelqu'un qui fait des photos à partir du LM et bon, avec qui on a travaillé pendant longtemps et qui m'a transmis ces photos. En particulier pour me dire, on pense toujours le vent. Donc là, vous avez de la poussière qui sort derrière un tracteur, ça c'est rien d'extraordinaire, qui part dans une direction et qui, en arrivant devant la parcelle où il y a des haies, il y en a une partie qui rentre dans la parcelle et une autre partie qui continue dans la même direction. Et après, on ne le voit pas très bien, mais il y a une partie en haut qui monte en altitude. Donc quand on regarde ça, on se dit, oui, les mouvements d'air, les mouvements d'énergie dans un paysage, ça peut être très varié. Donc là, il y a eu des approches en termes de thermodynamique qui sont tout à fait intéressantes. Donc le premier point, le paysage, c'est toujours notre point d'entrée et il faut le regarder. Il faut regarder ce qui se passe dans les paysages. Alors, on va vous parler de bocage, mais enfin, il ne faut pas oublier quand même que le bocage, par définition, c'est une construction humaine et que entre les haies, il y a des parcelles agricoles, il y a des cultures et que ces cultures elles-mêmes participent au flux. Ici, vous avez un champ de blé et un champ de maïs. Le champ de blé, on doit être au mois de juillet. Le champ de blé, il est bien sec.
il y a peu d'évapotranspiration, donc il est plus chaud. Le champ de maïs, il y a de l'évapotranspiration parce que le maïs est en pleine croissance, il est plus froid, et donc ipso facto, ça entraîne des mouvements d'énergie, des mouvements d'eau dans le paysage. Alors, les haies. Bon, on a planté des haies. Alors des haies, on en trouve à peu près partout dans le monde où les arbres peuvent pousser. C'est-à-dire que dans l'Arctique ou dans les déserts, on en trouve relativement peu. Mais elles ont été construites pour des tas de raisons. D'abord, ce sont des limites, des limites de propriété, des limites parcellaires, des limites de paroisse, des limites de tout ce qu'on veut. C'est des limites de jardin. Ça, les haies européennes sont des limites de jardin. Pour produire... C'est aussi des lieux de production de bois pour l'énergie, pour la construction. Et puis, leurs effets brise-vent. Ça, c'est quand même intéressant. Le brise-vent a été planté... Alors, par exemple, dans les plaines où il n'y avait pas... Les plaines d'Asie centrale ou de l'Amérique du Nord, il n'y avait presque pas d'arbres. Et on a planté des brise-vents en masse pour protéger les cultures. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un moment en France où parler de haies était tabou parce que le bocage, c'était complètement ringard. Donc on a parlé de brise-vent. On a eu, dans les années 90, quand on a commencé la zone atelier, un programme du ministère de l'Environnement qui s'appelait les structures linéaires boisées. Parce que si le ministère affichait haies, bocage, il n'y avait pas de financement. Donc... le vocabulaire qu'on utilise est quand même quelque chose d'important. Maintenant, on a le droit. Et puis, la circulation de l'eau et lutter contre l'érosion. Et puis, pour un réservoir de biodiversité, Françoise en parlera, très variable, mais aussi, il y a des plantes médicinales. Il y a tout ce qu'on veut dans le bocage. Ça peut avancer ? Ça va trop vite. Je ne sais pas où il faut. Hop, voilà. Recommençons. Alors, l'effet microclimatique, l'effet brise-vent, bon, ça c'est connu. Alors, selon leur structure, et on y reviendra après, si elles sont plus ou moins perméables, ont un effet brise-vent plus ou moins fort. Et ce sont les semi-perméables qui ont le meilleur effet brise-vent parce qu'elles n'ont pas un effet de mur. Ce qu'il faut retenir au niveau du paysage, c'est les haies ne sont pas indépendantes les unes des autres. C'est-à-dire que quand on a une succession de haies, on admet qu'en général, l'effet brise-vent, c'est sur 10 fois la hauteur de la haie. Et donc, si on a des haies qui ne sont pas trop espacées, on va avoir un effet régional avec une couche limite et qui est quelque chose de très important, finalement, dans la protection contre le vent. C'est-à-dire qu'on ne recommence pas à chaque haie à rebriser le vent, mais on a un effet régional. Et là, la photo, elle montre aussi... finalement un jour, peut-être comme aujourd'hui d'ailleurs, où on a de la gelée blanche. Et la gelée blanche, elle reste plus ou moins longtemps selon parce que les haies vont empêcher le soleil de la faire fondre. Et on voit que quand on a des haies comme en bas qui sont très proches, la température reste froide à travers toute la parcelle. Alors que quand les haies sont éloignées, on a des températures chaudes au milieu de la parcelle. Et ça nous a amené à un point important sur la structure du bocage, c'est qu'on parle beaucoup de densité de haies, mais ici on a deux schémas qui ont le même périmètre, la même surface, mais en termes de distance à la haie, si on a un carré, on a beaucoup plus de surface, on a 25% de la surface loin, à plus de 100 mètres de la haie. Et alors que si on a des formes allongées, on a une moindre surface éloignée de la haie. Donc ça a des effets évidemment microclimatiques, biologiques importants. Hop, non. Il y a quelque chose, hein, ça doit être... Pourquoi ça... Évidemment, et quand ça part, ça part. Il y a un temps de latence ou... Bon.
Eh ben. Et ça nous a amené à avoir la notion de grain bocager. C'est intéressant. Le grain bocager, vous voyez du sable, vous avez des petits grains. Donc en fait, quand vous avez des parcelles comme la parcelle carrée où tout est... non, par contre, la parcelle carrée, c'est un gros grain. Au centre, on a un gros grain qui n'est pas protégé par les haies ou qui ne reçoit pas l'effet des haies. Et dans la parcelle rectangulaire, on a du grain fin, c'est-à-dire que la plupart de la surface est bien influencée par les haies. Et là, on a une carte des distances aux haies, et on peut regarder dans des cercles, dans des fenêtres, finalement, quel est alors après, il y a des formules très, très variables, mais comment s'organise cet effet de distance aux haies avec des bocages où on va avoir des haies qui ont beaucoup d'influence sur les parcelles et des endroits où les haies ont moins d'influence sur les parcelles. Donc, premier cas, on a un grain fin. Deuxième cas, on a un grain grossier. Et maintenant, c'est quelque chose que l'on calcule, l'IGN. Alors, je ne sais pas si c'est accessible, mais l'IGN a développé maintenant des cartes des haies en prenant en compte, enfin, qui représentent la hauteur des haies pour celles qui ont plus de 3 mètres, hein, parce que sinon, la confusion avec les cultures est trop... Mais ça, c'est tout à fait important. C'est-à-dire que, comme l'effet brise-vent, il est dépendant de la hauteur de la haie, d'avoir des cartes qui donnent les hauteurs de haie nous permet d'avoir des effets, produire des cartes. Ben, voilà. Des cartes sur l'effet des haies qui sont très différentes. Ici, on a 2 départements où plus le vert est foncé, plus on a des grains fins, c'est-à-dire des bocages avec des effets de haies importants, et quand ça devient clair, ça diminue. Et ça, on a montré que ça a des effets sur la biodiversité. Donc ça, ces cartes, elles sont aussi en train d'être produites au niveau national. Alors, on nous a demandé de parler du gel. Ça tombe bien aujourd'hui. Hein. Du gel. Bon, nous, faut dire qu'en Bretagne, c'est plus vraiment un problème. Sauf que les zones légumières n'ont pas de haies, justement pour des questions de protection contre le gel. Et on va voir pourquoi. Donc là, je me suis complètement appuyé sur une revue, un travail d'Hervé Quénol, qui est aussi un climatologue à Rennes, et qui a regardé les effets des haies. Donc là, on a ce qui est entouré en vert, on a des distances, des points qui sont à des distances relativement proches des haies, des rangs. C'est en arboriculture, donc il prend les rangs, le premier, etc., etc. Et il va comparer l'évolution de la température nocturne, donc qui est en haut on a des heures et en bas on a la température, entre ce qui est proche des haies et ce qui est plus éloigné des haies, au centre des parcelles d'arboriculture, en comparaison avec des parcelles où il n'y a pas de haies. Et on voit que loin des haies et ou en paysage ouvert, on a des températures qui descendent plus bas. Donc là, on a un effet qui montre un effet quand même intéressant sur les haies. Alors, je ne sais pas, j'attends, j'appuie. Deuxième image, c'est sur l'effet des haies brise-vent très imperméables. Oui, parce qu'en fait, la température, elle dépend de... Quand on n'a pas de vent, c'est juste le refroidissement du sol, et on a le sol qui refroidit, on a une condition différente de ce qui se passe quand il y a du vent, ou un vent moyen, qui va amener des masses d'air froid. Et ici, on a ce qui a été regardé, c'est avec des haies qui sont très imperméables, quand on a l'air froid qui arrive du bas, et quel est le taux des fleurs gelées dans les parcelles. Et ce que vous pouvez voir, c'est que la parcelle du bas, on a des taux jusqu'à 100% de fleurs gelées, parce que la parcelle, la haie imperméable, va bloquer l'air froid
qui arrive avec le vent. Donc là, on a un effet très, très fort. Alors que ce qui est de l'autre côté, où l'air froid arrive moins, on a des taux de gel qui sont moindres. Et en fait, dans ces conditions où il y a du vent, eh bien, si les haies sont imperméables, en fait, on a un mélange constant d'air et ça peut éviter des baisses trop importantes de température. Mais alors après, évidemment, c'est compliqué. Le même point... Non. Il y avait une autre. Il y avait une autre. Il y a une qui a disparu. Bon. Une qui a disparu et qui était intéressante, qui était en Espagne aussi, parce qu'en fait, le climat méditerranéen, il y a aussi du bocage et qui montre qu'en fait, on a aussi des effets forts de température entre les milieux ouverts et les milieux bocagés. Donc l'autre point important de flux, c'est l'eau. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de bocage, en particulier sur les massifs anciens, granitiques, schisteux, etc. Parce que sur le calcaire, l'eau s'infiltre plus facilement. Où le bocage était mis en place pour la circulation de l'eau. À droite, ici, on a un bel exemple de fossé avec un talus qui était régulièrement réalimenté par le curage de fossé, puis on a la haie au-dessus. Et donc, pour avoir la circulation de l'eau, on l'a aussi là dans un chemin. Et puis, on a en haut à gauche des talus qui sont là pour arrêter l'érosion sur la pente. Et en bas à gauche, on a un exemple qui est très fréquent chez nous, mais qu'on va retrouver plein d'endroits ailleurs. C'est qu'on a une haie avec un talus qui est de chaque côté de la zone humide le long d'un ruisseau, qui va séparer le versant qui n'est pas humide de la zone humide ou qui peut être éventuellement inondée de temps en temps. Alors, il y avait aussi beaucoup d'endroits où il y avait des étangs, parce que fut un temps, on mangeait beaucoup de poissons partout, même loin de la mer. Et là, on voit, il y a une différenciation très nette. Et quand on supprime ces haies, eh bien, on a l'eau qui remonte le long du versant. Donc là, aucun intérêt pour les agriculteurs à supprimer les haies. Donc là, on a un contrôle important de l'eau, alors avec deux aspects qui est, en travers la pente, on va avoir des fossés qui vont, l'eau qui va circuler sur le versant va être arrêtée, et on va la renvoyer sur des fossés qui sont dans le sens de la pente pour les emmener vers le bas. Et il faut bien une complémentarité du réseau, c'est-à-dire que si on se contente d'arrêter l'eau et qu'on n'a pas un fossé à l'autre bout pour la récupérer, pour la descendre, eh bien on va créer des rigoles d'érosion, c'est ce qui va être important. Et le fossé qui descend, il faut bien qu'il descende jusqu'au ruisseau, sinon en bas on concentre de l'eau. Donc alors, au niveau de la haie, en ce qui concerne l'eau, au niveau de la haie, ça a été beaucoup travaillé par nos collègues de Sciences du Sol à Rennes, en particulier Zara Thomas. Et ici, on a un joli dessin qui nous explique que dans une haie, quand il pleut, d'abord, si vous avez des arbres avec des feuilles, vous avez une partie de la pluie qui n'arrive pas au sol et qui va être directement évaporée. Vous avez évidemment l'évapotranspiration de la haie. Vous avez le flux de sève qui vient du sol et qui va remonter de l'eau. Et ça, on va y revenir, que c'est quelque chose d'important. On va avoir de l'eau quand même qui va descendre, en particulier le long du tronc. Et puis, on va avoir une partie d'eau qui va tomber à côté. Donc, vous voyez que les flux d'eau, les circulations d'eau, rien que quand vous mettez une haie, peuvent aller dans des sens très, très différents. Au niveau d'un versant, donc on va avoir un effet cumulatif avec ici, avec des socles anciens, de l'eau qui ruisselle en surface,
de l'eau qui ruisselle en subsurface, juste en dessous de la surface, bon, comme le sol, je pense qu'ici, avec les sols argileux, l'eau ne s'infiltre pas, donc on peut avoir de l'eau qui va juste circuler sous la surface, et puis après de l'eau qui va aller directement dans la nappe, et le tout va alimenter le ruisseau. Donc on a des différences, et à chaque fois quand l'eau arrive dans un fossé avec une haie, on va avoir pompage de l'eau par les arbres. Et c'est pour ça qu'on parle là d'effet tampon. Et ça a été mis en avant pour lutter contre les crues. C'est-à-dire que quand on a ce système-là sur des versants, eh bien on ralentit considérablement la circulation de l'eau et on va diminuer les effets de crues et d'inondations. Évidemment, il faut faire attention parce que, comme disait mon collègue Philippe Méraud, qui était hydrologue, c'est comme les éponges. Hein. Une fois que votre éponge elle est pleine d'eau, eh ben, si vous rajoutez de l'eau, l'éponge ne va pas garder de l'eau supplémentaire. L'eau va couler. Donc, par rapport à des événements extrêmes, le bocage, il fait ce qu'il peut, mais il ne va pas faire grand-chose. Mais pour des événements intermédiaires, ça va jouer un rôle non négligeable de diminution des crues. Et dès 1974, il y a eu des procès sur la ville de Morlaix en Bretagne, qui est dans un creux. Il y a eu des inondations et je ne sais plus qui a été condamné parce qu'il y a eu des arasements de haies excessifs autour. Donc ça a été quand même reconnu. Ça n'a pas empêché de continuer les arasements de haies. Hein. Bon. Ah ben là voilà mon... Ah ben non, c'était... Ma photo d'Espagne, c'était pas pour les températures, c'était pour l'eau. Donc ici, c'était pour regarder la teneur en eau dans la haie, dans le sol de la haie, à proximité de la haie et au centre de la parcelle. Je suis trop long. Bon, alors je m'arrête. Je continue avec les flux de nitrate, juste pour vous dire que quand on a une haie et qu'on regarde ce qui se passe dessous, c'est qu'on voit qu'il y a une diminution des teneurs en nitrate de l'eau, simplement, surtout au printemps, parce que les arbres vont absorber les nitrates qu'il y a dans l'eau. Bon, et donc je passe là-dessus, et je passe là-dessus. Et pour vous dire, en fait, qu'on peut aussi cartographier les stocks de carbone qui peuvent être présents dans les sols de haies. Bien, je vais passer la parole à Françoise. Merci. Ça marche ? Reste là pour les questions. Si ça marche ou si ça ne marche pas. Parce que... Oui, ça marche difficilement. Ouais, ça ne veut pas. Non. Ah si, voilà. Donc moi, je vais vous parler de la biodiversité et des flux de biodiversité dans les paysages. Donc la question que je me suis posée au cours de mes recherches, c'était de savoir dans quelle mesure la composition et la répartition des éléments du paysage agissent sur la biodiversité. Donc la haie, on va revenir donc sur la haie et les bocages et leur rôle sur la biodiversité en voyant que la haie, elle peut être un habitat, un refuge, un corridor, une barrière, donc avoir des effets différents sur les flux d'espèces et que en plus, sa propriété, c'est qu'elle assure des services écosystémiques. Donc la haie comme habitat, pour commencer. Donc les premières études sur la haie, dans les années 60-70, ont montré qu'il y avait énormément d'espèces présentes dans une haie, et ce qui a conduit l'association Eaux et Rivières de Bretagne à parler d'une tour de Babel écologique. On y retrouve effectivement des oiseaux, des mammifères, des insectes, des bactéries, des micro-organismes, donc essentiellement beaucoup d'espèces qui sont présentes et qui dépendent à la fois de la haie et de son environnement, du territoire voisin. Donc les haies, elles sont donc
C'est à noter qu'elles abritent de nombreuses espèces animales et végétales, comme je viens de vous le dire, mais qui ne sont pas spécialistes et qui sont présentes dans les éléments adjacents et dans les parcelles et dans les bosquets. Qu'il n'y a aucune espèce qui soit spécifique des haies. Toutes les espèces sont présentes dans les espaces adjacents, que la structure de la végétation est le premier facteur qui va expliquer la biodiversité des haies, et que ça, c'est des travaux plus récents, et en fait, et que parmi les autres facteurs qui agissent sur la biodiversité de la haie, il y a l'âge de la haie et la présence d'arbres à cavité, par exemple. Donc, ce qui est important de voir, c'est que la haie est insérée dans un paysage et que suivant la structure de ce paysage, on va avoir une biodiversité différente. Donc là, c'est des travaux de l'équipe de Thea Chanteke en Allemagne qui ont montré que si on a un paysage ouvert avec des grandes parcelles et peu de haies ou bosquets, on allait avoir peu d'espèces. Et que plus on va avoir des petites parcelles, donc des paysages hétérogènes avec des haies, des bosquets, etc., plus on va avoir d'espèces et plus les réseaux trophiques vont être complexes. Un exemple d'espèce qui a la haie comme habitat et qui va utiliser plusieurs éléments du paysage, donc avec des flux entre ces éléments. C'est le cas des ampidides du genre Hilara. Donc ce sont des petites mouches qui se reproduisent dans les terrains non remaniés, c'est-à-dire les talus ou les prairies permanentes. Et les adultes donc, émergent au printemps de ces terrains non remaniés et les mâles vont aller former des essaims au-dessus de l'eau libre. Et au-dessus de l'eau libre, ils vont chasser pour faire un cadeau aux femelles. Ils les entourent d'un cocon de soie. Ils vont rejoindre les femelles qui ont formé des essaims à côté de structures verticales, donc chez nous de haies ou de lisières de bois. Et là a lieu la reproduction, la fécondation. Et ensuite, les femelles fécondées vont aller pondre dans les espaces non remaniés, donc talus ou prairies permanentes. On a pu montrer donc que, en fonction de la structure du paysage, on allait avoir des espèces différentes. Et là, c'est des travaux menés sur la zone atelier dont Jacques vous a parlé, sur les coléoptères carabiques, donc qui sont ces insectes que vous voyez ici et qui ont comme taille de 0,2 à 2 cm et qui vivent dans le sol. Donc on a pu montrer, en étudiant la composition des communautés dans les haies, que si on a un paysage dense avec beaucoup de haies et des petites parcelles, on avait des espèces donc, qui sont en vert ici, qui sont essentiellement des espèces forestières qui donc aiment l'habitat boisé et que sur des haies à un endroit différent mais pas très loin et dans un paysage ouvert, on avait essentiellement des espèces en orange qui sont des espèces d'open field, des espèces de culture. Donc importance de la structure de la haie mais aussi de la structure du paysage pour expliquer la biodiversité. Et c'est des travaux d'un de mes étudiants ici qui a montré qu'à l'échelle du paysage, dans les paysages ouverts, on avait parmi ces coléoptères carabiques des petites espèces qui se déplacent en volant et se reproduisent au printemps, c'est-à-dire qu'elles ont une grande mobilité et peuvent se déplacer entre la parcelle et la haie facilement. Et que dans les paysages boisés, par contre, on a des grandes espèces qui se déplacent en marchant, donc beaucoup plus lentement, et qui se reproduisent à l'automne. Autre exemple d'espèces, donc parmi les espèces que je vous ai indiquées comme forestières, on va pouvoir avoir des espèces qui sont plus ou moins liées à la forêt, donc des espèces intérieurs de forêt qui ne vont pas quitter les bosquets ou les forêts, des espèces qu'on va appeler péninsules qui sont capables de quitter la forêt le long des haies mais qui ont besoin de revenir à la forêt pour compléter leur cycle de vie, et enfin des espèces qu'on va trouver tout le long du réseau de haies qu'on va appeler des espèces corridors. Donc après le rôle d'habitat des haies, le rôle de refuge.
Donc, il y a un grand nombre d'espèces qui vont utiliser les parcelles quand la culture est développée et qui vont se réfugier dans la haie pour l'hiver. Donc, il y a beaucoup d'insectes, mais il y a aussi le mulot ici qui hiverne dans la haie et se reproduit dans les cultures quand celles-ci sont assez développées. Donc, la haie est aussi beaucoup connue chez les aménageurs et les écologues comme un corridor de déplacement. En effet, les corridors, qu'est-ce que c'est? C'est des conduits, ça peut être des conduits pour les mouvements. Et dans les paysages hétérogènes, comme on a vu les paysages agricoles, souvent les habitats sont de taille trop petite pour assurer l'ensemble du cycle de vie des espèces. Donc on a besoin d'échanges entre ces habitats et donc le mouvement est un processus clé de la survie des populations dans ces paysages hétérogènes. Donc ces mouvements, ils peuvent être des mouvements journaliers de recherche de nourriture, des mouvements saisonniers, des mouvements de dispersion, pour accomplir un cycle de vie ou pour permettre la survie de la métapopulation. La métapopulation étant l'ensemble des petites populations locales installées dans les habitats fragmentés et qui sont souvent sujettes à extinction. Et enfin, des mouvements de migration. Donc vous voyez, les flux sont importants pour la survie de la biodiversité. Alors ça, c'est un des premiers exemples où on a mis en évidence le rôle corridor de la haie. C'est au Canada, en Ontario, où on a des bosquets où habite ce mulot à pattes blanches. Et donc, on a des petites populations. Et ces populations sont très sujettes à extinction à cause de la rigueur du climat l'hiver. Et donc, nos collègues ont modélisé la métapopulation, l'ensemble des populations. Donc, dans des bosquets, vous avez ici les simulations, donc avec les ronds qui sont les bosquets et les lignes qui sont des haies qui relient les bosquets entre eux. Et en allant de gauche à droite de ce schéma, on va d'un système où tous les bosquets sont reliés par des haies à un système où les bosquets sont isolés. Et ils ont donc montré que la survie de la métapopulation, donc de l'ensemble de la population au niveau du paysage, est d'autant plus importante que le nombre de connexions entre les bois est élevé, c'est-à-dire que le nombre de haies dans le paysage est important. On retrouve ce même fonctionnement dans nos paysages avec ici la féronie noire, donc qui est un coléoptère carabique, dont les populations locales sont installées dans les bosquets ou les intersections de chemins creux, et donc qui utilisent les haies aussi comme voie de dispersion entre les populations locales. Ce qui est important de noter, c'est que la structure du paysage est importante, c'est-à-dire que les haies soient connectées entre elles, mais l'importance pour la biodiversité dépend aussi de la structure de la haie, de la qualité des éléments boisés. Et quand on a des haies de faible qualité avec simplement des arbres qui sont isolés les uns des autres, on a peu d'espèces forestières, alors qu'on va en avoir plus quand la haie est continue, quand on a un chemin bordé de 2 haies ou quand on a un bosquet. Et donc, on définit la connectivité dans les paysages comme l'ensemble des éléments du paysage qui va faciliter le mouvement des individus. Et ce qui est important à noter, c'est que cette connectivité varie selon les espèces. Si on a la féronie noire, on va avoir besoin d'une connexion directe des haies à petite échelle. Quand on va regarder le campagnol roussâtre, qui est aussi une espèce forestière, on va avoir besoin d'une connexion physique des haies, mais à plus grande échelle. Et pour le mulot, on va avoir besoin d'une connexion entre la haie et des cultures qui se développent suffisamment densément. Donc la haie peut être aussi une barrière au flux. C'est le cas pour ce papillon azuré qui vole de très peu haut. Et quand on a des haies de plus de 2 mètres, donc ça c'était des expérimentations qui ont eu lieu en Suède, quand on a des haies de plus de 2 mètres, ils se retrouvent enfermés dans la parcelle. Et donc on a des populations qui s'isolent et qui sont sujettes à extinction. Enfin,
pour l'ensemble de ces flux et cette biodiversité assure des services écosystémiques. Parmi ces services, il y a le service de régulation biologique, de contrôle des ravageurs. Donc là, vous avez un carabe qui se nourrit de pucerons, mais il a à noter aussi qu'ils se nourrissent de graines d'adventice, donc qui jouent un rôle important dans la protection des plantes. Donc il a été montré au cours d'un programme européen que quand on augmente la densité de haies et de bosquets dans un paysage, on voit augmenter la quantité, l'abondance des espèces auxiliaires. Vous avez ici le cas des carabes dont je vous ai déjà parlé, des araignées qui sont des prédateurs aussi, et des cirfes dont les larves sont prédatrices de pucerons. Donc tout augmente avec la quantité d'habitat semi-naturel dans le paysage. Un autre exemple, c'est les rongeurs. Donc les rongeurs, le campagnol terrestre qui peut créer des dégâts importants dans les régions de prairies. Et il a été montré qu'en fait, les pullulations diminuaient quand on avait des habitats refuges pour les prédateurs généralistes, ces habitats étant essentiellement des haies et des bosquets, qu'il y a un effet puits à proximité des forêts et des villages. Effet puits, ça veut dire qu'on diminue l'importance de la pullulation aussi, et qu'il y a un effet barrière entre les prairies entourées de haies. Dans les prairies entourées de haies, pardon. On a utilisé ces connaissances pour faire de la régulation biologique, et ça c'est le cas d'un type de haie qui est mise en place autour des vergers dans la vallée du Rhône pour lutter contre le psylle du poirier que vous voyez ici et dont les larves se nourrissent des bourgeons floraux du poirier. Donc ce qui est l'objectif, c'est d'implanter des haies composées d'espèces végétales diversifiées en bordure des vergers de poiriers pour favoriser le développement d'insectes auxiliaires qui participent à la lutte contre le rongeur, c'est-à-dire d'offrir un habitat temporaire à ces espèces quand les poires ne sont pas développées, les bourgeons floraux, ne sont pas développés dans la parcelle. Autre service écosystémique, la pollinisation. Donc, ce qui est important à savoir, c'est que parmi les espèces animales, donc les espèces les plus efficaces, ce sont les abeilles, et que parmi ces abeilles, il y a bien sûr l'abeille domestique dont on parle le plus souvent, mais aussi énormément d'abeilles solitaires. Il y en a 820 espèces en France. Elles sont terricoles, c'est-à-dire qu'elles font leur terrier dans la terre, et donc très fréquemment le long des haies, et elles sont spécialistes et elles sont de petite taille. Donc ce qu'on a pu montrer ici, c'est qu'en fonction du grain du paysage, on voyait diminuer la quantité de ces abeilles solitaires, et il a été montré que l'efficacité du service de pollinisation dépendait du nombre de ces abeilles solitaires qui sont présents sur la parcelle. Enfin, pour conclure, nous voulions souligner que les haies et les réseaux de haies contribuent de manière multiple aux flux ayant une importance en agroécologie, que ce sont des flux affectant la production dans les parcelles ou des flux qui sont liés à la conservation des ressources, eau, sol, biodiversité. Certains flux sont freinés, effet tampon, d'autres facilités, effet corridor. La facilitation ou le freinage des flux dépend à la fois de la structure des haies et de la structure du réseau. Voilà, les réseaux de haies donc, font partie des solutions basées sur la nature pour développer l'agriculture.
Un grand merci, Françoise, pour votre intervention à tous les deux. On a peut-être le temps de prendre quelques questions. Je vais proposer à Marie-Pierre Lacoste de me rejoindre sur scène. Elle va relayer les interrogations que vous avez pu partager pendant cette riche intervention et restera avec moi après pour l'animation de la table ronde. Bonjour. Je te laisse te présenter peut-être ou... Oui, ouais, rapidement, puis après. Donc, Marie-Pierre Lacoste du Chêne, je suis membre fondatrice de l'association Carboé et je suis également vigneronne dans le Sauternais et j'accompagne les propriétés des exploitations au niveau technique et notamment sur la transition agroécologique. Déjà, peut-être en premier point par rapport à ce qui a été demandé, on nous a posé la question sur le fait de savoir si les publics, tout ce qui avait été présenté serait disponible à l'issue du sommet. Oui, vous recevrez un mail avec les éléments et donc vous pourrez récupérer tous ces éléments de présentation. Je vais poser deux questions qui sont ressorties de la salle. Il y avait une première question sur l'impact des bocages sur le cycle de la pluie, sur le cycle de l'eau, et est-ce que les haies et bocages ont une influence sur ce point? Oui, ben c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire que les haies vont ralentir la circulation de l'eau, donc déjà ça... Et puis, on va stocker de l'eau dans les sols, ça c'est sûr. Et puis, l'évapotranspiration des arbres a aussi une importance grandissante. Et d'ailleurs, grandissante, les éleveurs s'en aperçoivent maintenant, c'est qu'avec les étés secs, parce que même en Bretagne, il y a de la sécheresse, eh bien, si on a des haies, on va pouvoir garder de l'herbe un peu plus longtemps. Donc on a bien un effet important sur le cycle de l'eau. Et il y a eu des mesures, évidemment, je n'ai pas eu le temps de le montrer, mais de flux d'eau dans les ruisseaux, dans les têtes de bassins versants, en fonction du bocage, et on a des différences importantes. Merci. Deux questions qui se recoupent. On a des éléments qui remontent sur le fait, est-ce que vous pourriez réexpliquer exactement ce qu'est un grain bocager ? Et à savoir, est-ce qu'il y a un impact par rapport à la taille, un optimum en tout cas de surface pour qu'une parcelle ait un bon grain de bocage? Ben, le grain bocager, c'est simplement, oui, de regarder quelle est la surface d'une parcelle qui va être influencée par les haies qui sont à proximité. Et donc le grain fin, c'est quand on a une surface importante de la parcelle qui est influencée par les haies, et après quand le grain s'élargit, et donc ça dépend à la fois de la taille de la parcelle, mais de la forme de la parcelle aussi, on va avoir un grain de plus en plus grossier. Et donc là, je n'ai pas pu le montrer, mais on a des effets importants. Ben si, c'est ce que Françoise a montré sur les 3 séries de paysages où les carabes forestiers diminuent, voire disparaissent. C'est que dans le grain fin, on a ces carabes forestiers du fait de l'influence importante sur le microclimat des haies, parce que la façon dont elles sont distribuées, et petit à petit, cette influence diminue, et on a beau avoir quelques haies, ben les carabes forestiers, ils n'arrivent plus à vivre, parce que l'effet brise-vent régional n'existe plus, en particulier. Enfin, il y a plein de... Voilà. Et évidemment, ça sert aussi en même temps sur le cycle de l'azote, le cycle de la matière, tout ça, la présence de tout. Ça sert à fermer les cycles, en fait, le bocage, beaucoup. Merci. Une autre question concernant le choix des essences, et donc arbres et arbustes qu'on pourrait intégrer au niveau des haies. Et est-ce qu'il y a un impact aussi sur la présence d'espèces invasives qu'on pourrait avoir ou exotiques qui pourraient arriver dans nos cultures? Donc pour les essences, je crois que maintenant, il y a un consensus pour dire qu'il faut utiliser des essences locales. Donc après, le choix de ces essences dépend aussi un peu de l'objectif de la plantation. C'est-à-dire si c'est une plantation objectif de production de bois ou de support de la pollinisation, on ne va pas planter les mêmes espèces.
quand c'est pour le bois, en Bretagne, on fait des haies monospécifiques de châtaignier. Pour ce qui est de brise-vent, on va faire des haies plurispécifiques avec des arbres à baies et des arbres de auget, et qui vont avoir donc cet effet que je vous ai montré de facilitation de la biodiversité. Et puis si on veut avoir pour la pollinisation, on va planter des haies avec des saules, par exemple, qui sont très mellifères. Oui, les espèces invasives, on n'a pas d'exemple d'espèces invasives. Par contre, on a des exemples frappants avec les maladies. Bon, la disparition de l'orme, alors qui est due au fait qu'on avait des haies monospécifiques et que quand on taillait les branches d'un arbre malade, et on allait tailler le suivant, même s'il était sain, on transportait les spores champignons. Et quand on est allé en Irlande, on leur a parlé du feu bactérien pour les aubépines. Vous savez qu'à un moment, c'était interdit de planter les aubépines à cause du feu bactérien. Mais l'Irlande, c'est vraiment une île. Donc, pour l'instant, ils n'avaient pas ça. Et ils n'avaient pas pensé qu'un jour, ça pourrait être un peu catastrophique, quoi. Une dernière question qui vient de l'application. Après, on prendra une question dans la salle également. On nous demande si les haies ont un effet brise-vent, donc jusqu'à 10 fois leur hauteur. Sait-on à quelle distance la haie a une influence dans le sol? Et est-ce que les bocages ont une influence sur l'oxygénation du sol? Sur l'oxygénation du sol. L'oxygénation du sol. Alors là, à ma connaissance, personne, j'ai regardé l'oxygénation du sol. Je ne vois pas non plus comment ça pourrait avoir. Ce qui est important pour l'oxygénation du sol, c'est... Par contre, c'est la végétation qu'il y a et qui va faire que le sol va être meuble et que l'air va pouvoir circuler, ça c'est sûr. Par rapport à un sol bien tassé, mais alors là, les haies, je ne vois pas le... Non. S'il y a des questions dans la salle, je vois déjà une main levée là-bas, une ici. Au fond, quand c'est tout en haut, vous êtes dans l'ombre pour moi, donc je ne vois pas forcément. Donc, on peut prendre celle-ci. N'hésitez pas à dire qui vous êtes très rapidement. Parfois, ça peut être utile aussi. Victor Moreau, viticulteur à Saint-Émilion. Quand on parle de haies, on a tendance à considérer la biodiversité à la marge des parcelles agricoles. Et il me semble que quand même la richesse des milieux, justement, elle se fait aux interfaces entre les cultures et les haies ou les espaces semi-naturels comme les bois, la lisière du bois. On sait que c'est quelque chose qui est très riche. Et pour inclure les agriculteurs dans ces écosystèmes, est-ce qu'on ne peut pas dire que finalement, la richesse, elle vient de cette imbrication entre les cultures et ces espaces semi-naturels, et que c'est cette mosaïque finalement qui est intéressante? Est-ce que les cultures finalement participent à cette biodiversité? Oui, c'est tout à fait ça. C'est ce que j'espère avoir réussi à montrer. C'est qu'en fait, il y a une imbrication totale entre les différents éléments du paysage et il y a beaucoup d'échanges entre la haie et la parcelle. Et je pense que l'exemple de la haie pour lutter contre le psylle du poirier à Avignon, donc avec ces arbres qui sont des espaces refuges pour les auxiliaires quand les bourgeons floraux sont pas présents dans la parcelle et qui se redistribue dans la parcelle dès qu'il y a des ressources. Je pense que c'est un des bons exemples pour montrer l'importance de ce lien entre haies et parcelles. Il y avait une autre question, tout à ma gauche, à droite de la salle. Juste, ça va être la dernière qu'on va prendre parce qu'après on doit enchaîner sur la prochaine table ronde. Bonjour, merci pour cet exposé. Donc Christophe Savon, je suis naturaliste, j'exerce en bureau d'études. Une petite remarque, la meilleure haie pour moi est celle qui ne se plante pas. Oui. C'est-à-dire qu'il faut travailler sur la spontanéité des essences qui vont se développer au sein des agrosystèmes qu'on va laisser en fait tout simplement en évolution naturelle.
et ces vont être vraiment fonctionnels parce qu'après derrière il y a tout un tas d'espèces qui vont participer à leur dispersion. Deuxième point, il y a un modèle biologique qui me semble très intéressant d'associer à cette notion de continuité et de fonctionnalité des haies, ce sont les chauves-souris, on n'en a pas beaucoup parlé. Il y a notamment une espèce qui attire mon attention, c'est le Minioptère de Schreiber. Il a été démontré dans la bibliographie, il y a une publication qui date de 2018. C'est une espèce qui est très spécialisée dans son régime alimentaire, 70% c'est lié au lépidoptère. Et dans cette publication, il a été démontré qu'il y avait 44 espèces qui étaient considérées comme des ravageurs de culture. Donc on a tout intérêt à faire ce travail vraiment d'amélioration et de densification des haies au sein d'un agrosystème, de laisser des milieux interstitiels se développer spontanément parce que ça favorise des espèces comme les chauves-souris. Et les chauves-souris sont dépendantes des haies. Pourquoi? Parce que ça tient à un simple fait, c'est qu'en fait, elles parcourent l'espace par écolocalisation. Donc en fait, elles balancent un son dans l'environnement et en fonction de l'information qu'elles ont, elles vont s'orienter. Donc on voit en fait ce système de dépendance des chauves-souris, de certaines espèces, en tout cas par rapport à ces systèmes de haies. Et ce sont des prédateurs intéressants. Oui, oui, vous avez tout à fait raison. Et en fait, ce qui est important là avec les chauves-souris, c'est aussi l'importance des haies, mais de la continuité, de la connectivité entre ces haies et les milieux boisés pour assurer le déplacement des chauves-souris dans les paysages. Bah écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Vous pouvez encore les applaudir. J'ai appris plein de choses, c'était passionnant.